Si tu fais attention à ce que tu manges, que tu as déjà essayé tous les régimes à la mode, mais que ton poids ne bouge pas d'un gramme, il faut se rendre à l'évidence. Ce que tu fais ne fonctionne pas. Et je vais t'expliquer pourquoi ça n'est pas de ta faute. À partir de 40 ans, ton corps change, tes hormones changent. Et le truc, c'est que si tu continues de suivre des conseils de magazines qui sont écrits pour des filles de 25 ans, tu vas juste te fatiguer pour rien. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 stratégies testées et approuvées par les femmes que j'accompagne. Ce sont des astuces simples, efficaces et qui respectent ton corps. Et surtout, c'est pas un régime. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je t'en partage une que presque personne ne connaît mais qui fait une différence de dingue. La première astuce, c'est d'écouter la faim, pas la montre, pas l'horloge. En fait, le corps sait. Si on l'écoute, le corps sait quand il a faim, le corps sait quand il n'a plus faim. Et je dis bien le corps, je dis pas la tête. Parce que la tête, elle a toujours envie de chocolat. Donc il faut savoir se reconnecter à ses sensations de faim et de satiété. C'est comme ça qu'on garde une balance énergétique équilibrée sans avoir besoin de compter ses calories ni sans avoir besoin de peser. Par exemple, une question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois prendre une collation ou pas? Eh bien ça dépend. Est-ce que tu as faim au moment de la collation? Si oui, alors prends une collation. Si t'as pas faim, alors c'est pas la peine. Par contre, il faudra quand même faire attention à ne pas arriver sur le repas du soir avec une faim de loup. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur l'échelle de la faim, je t'invite à aller l'écouter si tu veux en savoir plus. L'astuce numéro 2, c'est qu'il faut comprendre que les protéines, ce sont les meilleurs alliés minceurs. Et quand on dit protéines, je sais que souvent vous vous dites « oui mais je mange des protéines », oui mais souvent pas assez. Les atouts des protéines, c'est qu'elles sont déjà rassasiantes. Important pour pas avoir faim 1 heure après avoir mangé. Elles aident à la construction de la masse musculaire, hyper important après 40 ans de 1 pour préserver sa santé. Le muscle, c'est l'organe de la longévité. De 2, c'est le muscle qui consomme le plus de glucose, donc important pour pas entrer en résistance à l'insuline. Et plus vous aurez une masse musculaire, plus vous allez consommer des calories et de l'énergie au repos. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les protéines animales sont de meilleure qualité que les protéines végétales. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus complètes et parce qu'elles sont plus assimilables. Ça n'empêche pas de consommer des protéines végétales. Moi, ce que je conseille, en général, c'est d'introduire des protéines animales le matin au petit-déj et le midi, et peut-être de garder les protéines végétales pour le soir. Donc les protéines animales, ça va être les œufs, ça va être les viandes blanches, les poissons blancs, la viande rouge aussi un peu. Et du côté des protéines végétales, on va trouver le soja, qui lui est quand même complet, les légumineuses, le quinoa aussi qui est intéressant dans cette catégorie-là. Mon troisième conseil, ça sera d'adapter l'alimentation à la chronobiologie. Alors la chronobiologie, c'est quoi? C'est cette histoire que notre corps se cale sur le rythme jour-nuit, entre autres. Et que donc la chronobiologie alimentaire, c'est comprendre que le corps n'a pas les mêmes besoins tout au long de la journée et n'a pas non plus les mêmes capacités digestives tout au long de la journée. Donc on ne va pas lui apporter les mêmes choses tout au long de la journée. Et en tout cas, si on veut optimiser son fonctionnement, on va lui apporter les bonnes choses au bon moment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire privilégier les protéines le matin. Le corps en a besoin pour tout ce qu'il peut fabriquer lui-même. Que ce soit du muscle, que ce soit les hormones, que ce soit les enzymes, le corps a besoin de protéines pour les fabriquer. Donc le matin, on privilégie les protéines et on évite les glucides parce qu'on est moins sensible à l'insuline le matin. Le midi, on fait un repas qui sera plutôt complet. En gros, c'est la moitié de légumes dans l'assiette, 1/4 de protéines et 1/4 de féculents. Bien sûr, on privilégie les bons féculents, c'est-à-dire qu'on évite les index glycémiques élevés et on privilégie les index glycémiques moyens à bas, comme par exemple la patate douce. Et le soir, on fait un dîner plutôt léger, très végétal, avec pourquoi pas des protéines maigres, type poisson blanc, viande blanche, ou protéines végétales, justement. Pourquoi? Parce que le soir, on a moins de capacité digestive. Et pourquoi c'est d'autant plus important après 40 ans? Parce qu'après 40 ans, on est moins sensible à l'insuline, nos capacités digestives diminuent, notre microbiote a tendance à être moins diversifié, on est plus sujette à l'inflammation, c'est d'ailleurs ce qui peut entrer en jeu dans les sueurs nocturnes, et on est plus sujette au stress, on sécrète plus de cortisol. Donc on va éviter d'ajouter des stress supplémentaires au corps via l'alimentation. Parce que oui, une alimentation déséquilibrée, ça va générer un stress physique. La 4e astuce, c'est évidemment de faire la chasse au sucre caché. Et pour faire la chasse au sucre caché, il va vraiment falloir aller voir les étiquettes des aliments transformés que vous achetez.
Donc dès qu'il y a un truc en hausse, glucose, fructose, maltose, dextrose, tout ce qui est en hausse, c'est des sucres. Si vous voyez sirop de maïs, sucre inverti, ça c'est encore des sucres cachés. De toute façon, globalement, s'il y a trop de noms que vous ne connaissez pas sur une étiquette, et en plus il y en a beaucoup, courage, fuyez, c'est pas bon signe. À la place, consommez plutôt des fruits frais entiers, pas en jus, ou des snacks que vous aurez fait maison. Par exemple un banana bread que vous avez fait vous-même. En faisant vous-même, vous maîtrisez de A à Z les ingrédients que vous y mettez, évidemment. La 5e astuce, c'est de boire de l'eau. Je sais, on le répète souvent, ça paraît bateau comme conseil. Oui, je vais vous répéter que notre corps est composé de, je ne sais plus, 70% d'eau, quelque chose comme ça. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, on a l'impression qu'on a faim, alors qu'en fait, on a soif. Je m'explique. Du temps de Cro-Magnon, Evian, ça n'existait pas. C'était pas toujours évident de trouver une eau qui soit potable, et en tout cas à portée de main. Donc l'eau était beaucoup, principalement, apportée par l'alimentation finalement, avec des fruits qu'on dit aqueux, c'est-à-dire des fruits qui ont beaucoup de jus. C'est comme ça que Néandertal s'hydratait. Et donc c'est pour ça qu'on peut confondre les signaux de faim et de satiété. Si vous êtes déshydraté, si votre corps est déshydraté, il va vous envoyer un signal qui dit « va chercher des trucs qui contiennent de l'eau ». Et notamment justement dans l'alimentation. C'est pour ça que boire régulièrement, rester hydraté, ça vous évitera d'avoir des sensations de faim qui sont en fait causées par une déshydratation. Et si vous êtes comme moi plutôt du type chameau, gardez toujours une gourde ou une bouteille d'eau à portée de main et dans votre champ visuel. Ça vous aidera à y penser plus souvent. La 6e astuce, c'est vraiment de prendre soin de votre sommeil pour maximiser vos chances de perdre du poids. Déjà parce que le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil, ça va influencer les hormones de la faim et de la satiété. Grosso modo, vous allez avoir moins d'hormones de la satiété et plus d'hormones de la faim. Donc vous allez plus manger parce que vous aurez plus souvent faim et que vous ne sentirez pas que vous êtes à satiété. Deuxièmement aussi parce que manquer de sommeil, ça risque d'aggraver votre état de stress et donc votre niveau de cortisol dans le sang. Et le problème du cortisol, quand il est sécrété de façon chronique, c'est qu'il est hyperglycémiant, donc il va favoriser la sécrétion, là aussi, d'insuline, qui est l'hormone du stockage. Et donc avec un cortisol chronique, un stress chronique, vous aurez toujours du mal à perdre du poids. Donc, important de bien dormir, d'avoir un sommeil suffisant et de qualité. Donc je rappelle, pas d'écran le soir, pas d'excitant le soir, pas de sport trop tard le soir. Faites-vous un petit rituel avant d'aller vous coucher, quelque chose que vous reproduisez vraiment tous les soirs pour indiquer à votre cerveau, tiens, c'est l'heure de fermer le rideau. Et puis essayez d'avoir des heures de coucher et de lever fixes, même le week-end. Je sais, c'est un peu rude, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on bâtit une routine de sommeil solide. Donc l'heure de lever fixe, toujours à la même heure, c'est bien. L'heure de coucher, fixez-vous, par exemple, vous vous dites, je me couche entre 22 et 23 heures. Et mon réveil sonne à 7 heures. Et ça tous les jours. L'astuce numéro 7, j'en parlais juste avant, c'est diminuer votre stress si vous voulez perdre du poids. Donc ce que je disais, après 40 ans, on a tendance à avoir des niveaux de cortisol qui s'élèvent naturellement, j'ai envie de dire. Donc on est plus sensible au stress, ce qui peut expliquer aussi les mouvements d'humeur. Parfois on peut passer de la tristesse à la colère très facilement. Et donc il va falloir mettre en place des espèces de routines anti-cortisol. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite routine anti-cortisol et si vous êtes suffisamment nombreux à la demander, je vous la mettrai en description. Mais en gros, cette routine anti-cortisol, ça va être de pratiquer la respiration consciente avec des trucs comme la cohérence cardiaque, le breathwork. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées, des visualisations, des scans corporels, des choses vraiment qui vous font revenir à vous, qui coupent le mental, là, qui coupent le petit hamster dans la roue, et surtout qui vont activer le nerf vague. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, pareil, je vous remets le lien dans la description. L'astuce numéro 8, c'est de bouger en douceur, mais régulièrement. Là encore, attention aux sports trop intenses, comme le cardio. Moi, je vois beaucoup de femmes qui vont s'épuiser en salle ou en extérieur d'ailleurs, avec des séances de cardio très intenses. Et attention, parce qu'encore une fois, à 25 ans, il n'y a pas de souci. À 40 ans, vous avez un niveau de cortisol qui s'élève naturellement. Si vous mettez un stress physique trop intense, ça va entretenir ce cortisol trop élevé. Parce que le stress, il y a plusieurs types de stress. Il y a le stress psychique,
celui qu'on connaît toutes. Il y a le stress physique, que vous vous mettez avec une activité physique trop intense. Et troisièmement, il y a les stress physiologiques. Par exemple, quand on boit trop de café, quand on mange trop de sucre, eh ben on sent, hein, on a le cœur qui bat plus vite, peut-être des fois on peut se mettre à transpirer. Ça aussi, c'est une forme de stress. Donc pour en revenir au stress physique, faire des efforts trop intenses, ça va augmenter le stress physique, le stress tout court, et donc la sécrétion de cortisol, qui est une hormone hyperglycémiante, qui va favoriser la production d'insuline, et donc le stockage sous forme de gras dans le corps, tout ce qu'on ne veut pas. Donc attention, la pratique d'une activité sportive, d'une activité physique après 40 ans, et bien là encore, on ne doit plus faire les mêmes choses qu'à 25 ans. Si vous aimez la course à pied, si vous êtes habitué à la pratiquer, il n'y a aucun souci. Par contre, à 40 ans, si d'un seul coup vous vous dites « je veux perdre du poids, je vais me mettre à courir », bah attention, c'est pas forcément la meilleure idée que vous puissiez avoir. Donc il vaut mieux privilégier des activités physiques plus douces, comme de la marche rapide par exemple. Vous pouvez tout à fait travailler votre cardio dans une zone qu'on appelle d'endurance fondamentale avec de la marche rapide. Ce que je conseille beaucoup évidemment, c'est la musculation, d'autant plus importante après 40 ans. Vous pouvez aussi pratiquer des activités comme le yoga, comme le pilate. Ces deux activités-là, elles ont la réputation d'être douces. Croyez-moi, une bonne séance de yoga ou une bonne séance de pilate, vous la sentirez passer aussi. 9e astuce, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Là encore, c'est une phrase un petit peu bateau qu'on entend partout, mais concrètement, comment on fait pour gérer ses émotions? La première étape, déjà, c'est d'en prendre conscience. Parce que vous le savez peut-être ou pas, mais 95% de notre journée, on est sur pilote automatique. On est gouverné par notre inconscient, y compris nos émotions. D'autant plus qu'une émotion, c'est une réaction physique et physiologique qu'on ne maîtrise absolument pas. Et donc qui peut passer complètement inaperçue dans notre champ conscient. Donc la première chose à faire, ça va être d'en prendre conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue en moi, mentalement, et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce qu'une émotion, il y a toujours une réaction physique. Par exemple, si vous avez peur, votre cœur va s'accélérer. Si vous êtes en colère, vous pouvez avoir chaud. Ou d'un seul coup, vous pouvez sentir que vos tripes se nouent, littéralement, vos abdos se contractent. Voilà, il peut y avoir tout un cortège comme ça de réactions physiques, et c'est important d'en prendre conscience et de les laisser vous traverser. On ne peut pas refuser une émotion, elle est là. Par contre, on peut l'observer et la laisser passer. Et après, on peut évidemment se demander ce qui l'a provoqué, pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que je me suis raconté, c'était quoi mon discours intérieur, etc. Et pourquoi je parle des émotions? Parce que, évidemment, que les émotions, ça va provoquer chez beaucoup de femmes de l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que la réponse à l'émotion, ça va être d'aller manger, pour se réconforter, pour s'occuper, pour se récompenser. Voilà, on a plein de raisons de manger de toute façon à ce moment-là, mais c'est important d'identifier qu'on ne mange pas par faim, quand c'est comme ça, mais en réponse à une émotion. Identifier ce mécanisme-là, c'est important parce que c'est ce qui va permettre aussi de réfléchir à comment je peux mettre en place d'autres stratégies pour répondre à mes émotions. Comment je peux répondre à mes émotions autrement qu'en mangeant. Et l'astuce numéro 10, ma dernière astuce, mon dernier conseil, ça va être de manger pour équilibrer votre système hormonal qui lui-même va booster votre métabolisme. Donc pour ça, il y a la chronobiologie alimentaire dont j'ai déjà parlé, et il y a aussi la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette, la qualité des macronutriments, mais aussi des micronutriments. Et vous pouvez aussi vous supplémenter d'ailleurs. Moi, ce que je conseille systématiquement, c'est la supplémentation en vitamine D et en magnésium. Vraiment, optimisez vos taux à ce niveau-là. Après, évidemment que ça doit être personnalisé. Mais dans vos assiettes, toutes les semaines, vous devez retrouver des bons gras, c'est-à-dire des oméga 3 contenus dans les petits poissons gras et dans certaines huiles végétales. Des oméga 9 aussi, pareil que vous allez retrouver par exemple dans l'avocat, dans l'huile d'olive aussi. D'ailleurs, au passage, ne fuyez pas les gras. Les bons gras, c'est hyper important pour la santé métabolique et pour le fonctionnement du corps. Ayez aussi, par exemple, dans votre alimentation quotidienne, une poignée de noix. Les noix, les noisettes, tout ça, c'est riche en oméga 3, c'est riche en fibres. Par rapport à ce système hormonal, gardez en tête que les hormones, elles sont fabriquées à partir du cholestérol. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas avoir peur des bons gras. C'est vraiment essentiel, mais vraiment essentiel au fonctionnement de votre système hormonal. Simplement, choisissez bien ces bonnes graisses. Huile d'olive pour ses oméga 9, avocat, les petits poissons gras pour leurs oméga 3, comme les oléagineux. L'huile de coco pour la cuisson. Je sais, l'huile de coco, c'est un acide gras saturé. On dit toujours les acides gras saturés, c'est pas bon. Sauf que
Dans l'huile de coco, on sait maintenant qu'il y a des triglycérides à chaîne moyenne, on appelle ça, qui peuvent être utilisés rapidement en substrats énergétiques qui sont hyper intéressants, y compris pour le microbiote. Et il faut se rappeler aussi que les acides gras saturés, ce sont les seuls qui ne sont pas dénaturés à la cuisson. L'huile d'olive, oui, c'est bien, mais si vous la chauffez à une température trop élevée, elle va se dénaturer et elle ne sera plus bonne ni pour la santé ni pour votre perte de poids. Donc, choisir les bons aliments au bon moment, les bonnes graisses pour les bonnes utilisations. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous connaissez maintenant mes 10 astuces concrètes pour perdre du poids après 40 ans. Et ça, naturellement, durablement et sans régime restrictif. Je suis curieuse de savoir ce que vous appliquiez déjà et ce que vous avez appris dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès demain, par exemple, que vous avez appris ici? Partagez-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Activez la cloche si vous ne voulez pas rater ma vidéo de la semaine prochaine. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir au passage. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez douce avec vous-même.